à Diego tout au long de la présentation pour m'appuyer sur certains éléments. Effectivement, on va tenter de répondre à toutes vos questions à la fin, tenter de les écrire dans le petit chat. Donc, au niveau de nos objectifs, nous, dans un premier temps, pour faire une étude de marché sur les vélos cargo, on s'est demandé quels sont les principaux segments, à quoi ressemblent les principales technologies. Parce que le vélo cargo, c'est à trop haut niveau. Donc, nous, on a tenté de se dire des technologies différentes. Peut-être qu'ils ont 2 roues, 3 roues, peut-être qu'il y a une assistance électrique. Qu'en est-il d'un usage tout à fait civil que vous et moi, on pourrait utiliser un vélo cargo versus l'usage professionnel? Donc, dans un premier temps, on voulait avoir certains segments pour savoir de quoi on parle et pouvoir y revenir par la suite, pour pouvoir les comparer aussi par après. Donc, il y a différents segments de vélo cargo, différentes catégories. C'est un objectif important. Et dans la même veine, on s'est demandé, c'est quoi les autres solutions de substitution pour la logistique du dernier kilomètre? Et pour nous, c'était très important. Puis d'ailleurs, ça a été bien présenté avec Projet Colibri, mais ce n'est pas juste une notion environnementale, c'est une notion de logistique, donc le trafic que ça a apporté ainsi que d'autres facteurs. Donc, nous, quand on compare des solutions de substitution spécifiquement pour le dernier kilomètre, on avait tout ça en tête. Et il fallait répondre à la question, est-ce que le vélo cargo, effectivement, ça semble une solution qui se démarque des autres ou qui a un rôle à jouer versus tout ce qu'on peut faire d'autre pour aider à la logistique du dernier kilomètre. Ça, c'est comme nos objectifs 1 et 5 qui allaient un peu ensemble. Après, évidemment, on a regardé le marché. Regarder le marché, ça veut dire plusieurs choses. On a essayé de le faire d'une manière qualitative, d'une manière quantitative. Donc, c'est sûr qu'avec nos segments qu'on a créés de technologies différentes, on a tenté de comprendre ça représentait combien en unités vendues. Et ces unités vendues-là, ils avaient à peu près quelle valeur? Donc, ça représente quoi en valeur de marché? Et là, dans la perspective d'une création d'une filière locale, on veut comprendre c'est quoi le marché au Canada, c'est quoi le marché en Amérique du Nord, puis on veut parler en dollars parce que ça devient intéressant. Et au meilleur de notre connaissance, faire des projections pour le futur. Comment va évoluer ce marché-là? À quelle croissance on peut s'attendre pour les prochaines années pour chacun des segments qu'on a identifiés? Notre étude, ça impliquait aussi de regarder un peu la concurrence, la distribution. Ultimement, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est les vélos cargo qu'on trouve ici en ce moment, ils viennent d'où? Ils sont fabriqués par qui? Et si nous, on veut être un joueur puis avoir notre filière locale, est-ce qu'on va devoir concurrencer, jouer avec eux, faire des alliances? Donc, c'est un peu ce qu'on s'est demandé. Et dernier volet, et non le moindre, on s'est attaqué à cadre réglementaire, standards ailleurs qu'ici qu'au Québec, les standards internationaux, parce que c'est nouveau, hein, vélo cargo. Donc, comment on fait pour utiliser ça? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Est-ce que ça va évoluer? Comment on fait pour encadrer ça? Et c'est très important, il va y avoir beaucoup d'impact pour la suite d'avoir analysé ce volet-là qu'on va regarder vers la fin. Donc, c'est un peu nos objectifs. On passe au travers de tout ça de manière assez sommaire. On va regarder beaucoup les faits saillants. Donc, si parfois pour vous ça va trop vite, n'oubliez pas de noter vos petites questions. On n'ira pas dans notre méthodologie dans le détail. Par contre, parce que certains vont sûrement se le demander, comment on est arrivé à avoir toute cette belle information qu'on va vous présenter? Il y a 2 éléments assez importants. D'un côté, évidemment, il y avait plein de choses qui étaient publiques. Donc, nous, on avait accès avec des recherches traditionnelles. Il y avait aussi des choses un peu plus privées. Donc, via le cabinet, on a accès à des bases de données particulières. Donc, ça, c'est vraiment de la recherche secondaire. Mais on a aussi fait un programme d'entrevue. Donc, on a parlé à des utilisateurs, parlé à des fabricants, des détaillants pour avoir leur pouls de l'industrie et du potentiel. C'est vraiment ces 2 éléments-là ensemble qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, évidemment, il y avait d'autres éléments méthodologiques, mais c'était l'important que je voulais mentionner ici. Ce qui nous permet de débuter, et je me demande si je peux tasser le petit bandeau ici. OK. Et donc, veille technologique, ça revient à ce que je discutais. Il y a plusieurs types de vélos cargo. On va s'assurer que tout le monde a la même compréhension que nous, parce qu'on va en parler tout au long de la présentation. Et quand on dit balisage, c'est vraiment la comparaison aux différentes solutions de substitution qu'il pourrait y avoir. Donc, on va commencer à faire un beau petit portrait de cette section. Donc, technologie de vélo cargo. Je vais juste m'assurer, puisque moi, je n'ai pas le feedback visuel, qu'est-ce que tout le monde voit la bande noire dans le haut de mon écran? Parce que si c'est le cas, on va essayer de l'enlever. Diego, peut-être tu peux me dire si... Je trouve que l'écran est vraiment clair là. Parfait. Ouais. Merveilleux. Donc, tableau ici, là, rapidement, puis je vais demander l'assistance de Diego pour le détail. Première distinction qu'on a faite, c'est est-ce qu'il y a un usage professionnel, donc B2B, ou est-ce que c'est plutôt un usage
du consommateur comme vous et moi en B2C. Donc, c'est le premier grand groupe de segments. Et après, on recoupe encore. Évidemment, la classification standard dans les études qu'on a trouvées partout, dans nos entrevues, c'est biporteur, triporteur, donc qui fait référence au nombre de roues. Mais on parle aussi de remorque, puis on parle de long tail. C'est important pour nous d'avoir fait ces distinctions-là parce que on veut pouvoir les comparer. Hein. Est-ce qu'il y a comme un gagnant, puis est-ce qu'il y a un gagnant pour un usage particulier ou pas? Donc, c'est important de bien comprendre les caractéristiques de chacun. C'est ça qu'on a fait sous forme de fiches. Et là, on ne passera pas au travers de toutes les fiches, mais on vous montre un peu la méthodologie derrière. Diego, peut-être tu veux nous présenter une des fiches qu'on a faites, qu'est-ce qu'on y trouve, puis d'où vient l'information, par exemple. Donc alors là, c'est vraiment pour chacune des catégories qu'on a évoquées ci-dessus, on a fait cette fiche-là. Donc là, on a par exemple sous les yeux le fiche segment B2B, c'est-à-dire pour les professionnels, le biporteur. Donc on a quelques photos pour visualiser assez rapidement de quel vélo cargo on parle. Et le but, c'était vraiment en quelques coups d'œil, en quelques données, d'être capable d'aller vraiment comprendre quels étaient les avantages et les inconvénients de tel ou tel type de vélo cargo. Donc là, par exemple, en haut à droite, on peut avoir les principaux avantages des biporteurs. Donc, on a un centre de gravité qui est bas, on a une capacité à conduire qui est quand même assez similaire à celle d'un vélo classique. On a une conduite agréable, une stabilité élevée, notamment par contre le rayon de braquage qui peut être un peu différent que sur des vélos classiques. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la rapidité. Puis après, sur un peu plus à gauche, ce qu'on peut apercevoir, c'est notamment les poids à vide et les poids enfin, la capacité d'emport total, avec notamment des éléments plus techniques comme les modèles de batterie les modèles de moteurs qui sont le plus présents sur ce type de vélo. Le but de ces slides-là, de ces pages-là sur chacun de ces produits, c'était de se rendre à un tableau final sommaire qui va nous permettre de comprendre très rapidement quels sont les modèles les plus avantageux pour telle ou telle pratique de livraison. Donc là, par exemple, si on revient, donc si on revient à la slide d'avant, là, il y avait juste un petit détail qu'on va pouvoir mentionner. C'est pourquoi est-ce qu'on a choisi ces catégories-là? C'est parce que avant de les proposer, on a fait tout un travail de recherche et d'analyse de données secondaires. Et puis aussi, on a discuté avec les membres de l'équipe Jalon pour savoir si c'était vraiment les catégories à aller analyser et à aller dans lesquelles il fallait rentrer dans le détail. Puis il y a eu une petite surprise, un petit dernier, un nouveau venu, c'est le long tail. Au début, en commençant le mandat, on n'avait pas forcément en tête de parler du long tail. Puis il est apparu que sur le segment des clients privés, notamment des familles, le long tail était un vélo qui prenait beaucoup d'importance en ce moment et qui correspondait, on va s'en rendre compte par la suite de la présentation, à beaucoup des besoins qu'ont les familles en termes de vélo cargo. Alors on se dit c'est un vélo un peu plus long, est-ce que c'est vraiment un vélo cargo? Mais quand on se rend compte des services qu'ils proposent, le long tail correspond en réalité à la description d'un vélo cargo. Donc je pense, Marc-Antoine, tu pourrais comme quasiment passer au travers des différentes Oui, catégories. absolument. Non, c'est sûr, je vais laisser le temps aux gens de bien visualiser parce qu'il y a des gens qui aiment avoir une image en tête. Donc, qu'on parle de B2B, B2C, biporteur, triporteur, vous avez tous maintenant un petit visuel à quoi ça ressemble et des différentes catégories. Mais effectivement, ce qui nous intéresse le plus, une fois qu'on a fait l'analyse des fiches, c'est de mettre ça dans un tableau sommaire pour se poser des questions et se dire, qu'est-ce qui se démarque? Et on va prendre une petite minute avant que je redonne la parole à Diego pour parler de ce tableau sommaire. Donc, on parle des technologies B2B, donc un usage professionnel, hein, par exemple dans la livraison, dans la logistique du dernier kilomètre. Et là, on se dit, bon, en haut à droite, il y a une petite légende. Est-ce que c'est un avantage technique pour ce segment-là? Est-ce que c'est une caractéristique neutre ou est-ce que c'est un désavantage? Donc, dans ce beau tableau, à gauche, on retrouve dans la première colonne les différents modèles qu'on vient de présenter, mais là, on est seulement dans l'usage professionnel, donc biporteur, triporteur, système avec remorque. Et rapidement, quelqu'un qui fait simplement regarder les couleurs se rend compte qu'il n'y a pas une technologie qui semble être la grande gagnante sur tout point de vue. En fait, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rouge, donc il y a différents types de technologies, ont différents points forts, se démarquent sur différentes catégories, vont donc avoir un meilleur usage pour certains que d'autres. Et c'est comme ça qu'il faut lire le tableau. En fait, là, il n'y a pas de grand gagnant qui ressort tout de suite. Et peut-être, Diego, si tu avais à mentionner des faits saillants là, sur la comparaison de l'usage professionnel. Mais
Il y a un grand fait saillant, c'est qu'aujourd'hui, c'est quasiment inconcevable pour un professionnel de s'équiper d'un vélo cargo qui n'est pas motorisé. C'est vraiment l'élément qui a même propulsé le vélo cargo comme étant une solution en termes de logistique urbaine, de livraison. C'est parce que la motorisation vélo est devenue de plus en plus performante. Donc là, on se rend compte que peu importe, que ce soit un biporteur, un triporteur ou même une remorque, il y a des remorques qui intègrent un système de propulsion électrique, mais même la remorque, à la limite, va devoir être équipée, accrochée à un vélo électrique lui-même. Donc, l'élément de motorisation est incontournable aujourd'hui. Après, on se rend compte que les triporteurs, eux, sont plus adaptés pour la livraison hivernale parce qu'ils ont plus de stabilité. Par contre, c'est des vélos cargo qui sont quand même assez volumineux, qui sont quand même assez lourds, où parfois l'accessibilité pour la réparation à certaines pièces peut être compliquée. Donc, c'est des vélos qui, si on veut passer d'une transition d'un modèle de livraison plus classique à des vélos triporteurs, qui est quand même assez intense parce que il faut parfois même certains vélos sont tellement lourds qu'il faut des machines pour pouvoir les élever. Donc c'est quand même des éléments importants à prendre en compte lorsqu'on on choisit les triporteurs. Mais ils ne sont pas forcément dénués d'avantages. Ils peuvent porter beaucoup plus lourd, des éléments beaucoup plus lourds que les vélos biporteurs. Et ils peuvent aussi, notamment, ils correspondent mieux aux conditions hivernales. Donc, comme l'a très bien dit Marc-Antoine, on se rend compte qu'il n'y a aucune catégorie qui finalement va se distinguer et qui va surpasser le marché, puisque en réalité, chacune des catégories, que ce soit les biporteurs, les triporteurs ou les remorques, vont répondre à des besoins bien particuliers. Le biporteur, par exemple, est beaucoup plus soignable, beaucoup plus rapide, donc beaucoup plus adapté à des petits colis, à des enveloppes. Et donc, on se rend compte que c'est plus de la complémentarité en réalité entre les différents segments. Et même exercice du côté des consommateurs civils, hein, usage civil dont on peut parler. Donc, on retrouve encore biporteur, triporteur, mais aussi le long tail. Puis, même constat, hein, juste à la couleur, il n'y a pas une ligne qui est complètement verte ou complètement rouge. Ils semblent tous avoir un usage spécifique dans lequel ils pourraient se démarquer. C'est ça, on voit là, on peut considérer un élément important sur la catégorie des consommateurs, c'est la taille que va prendre, la place à l'arrêt que va prendre un vélo cargo. L'idée pour une famille qui achète un vélo cargo, c'est vraiment d'optimiser son espace de rangement. Donc, admettons, ils vont avoir la voiture familiale qui va peut-être servir à se rendre en campagne, voilà, c'est ça pour les sorties le week-end, mais le vélo cargo va plus servir au quotidien pour amener les enfants à l'école, pour aller faire des courses, mais il faut pas que ce vélo cargo-là soit trop volumineux dans l'arrière-cour ou même dans le garage. Il faut même qu'il puisse éventuellement fitter dans le garage avec la voiture en question. Donc, l'important, et c'est pour ça que le long tail, on s'en rend compte, est de plus en plus populaire, c'est parce que c'est un vélo qui prend pas beaucoup de place. Il prend une place un peu plus importante qu'un vélo classique, mais en réalité, il arrive à se faufiler assez facilement dans un espace assez restreint en termes de rangement. Donc, c'est ça qui plaît en ce moment en famille pour les vélos cargo long tail. Après, les triporteurs sont intéressants pour les familles qui ont à cœur la sécurité des enfants. Je suis pas en train de dire que les biporteurs et les long tails ne sont pas sécuritaires, mais pour un enfant en bas âge qui n'a par exemple pas forcément l'habitude de se tenir ou de tenir des poignées, avec le triporteur, il va être en mesure d'être vraiment attaché dans un fauteuil enfant classique à l'avant du vélo biporteur. Puis même triporteur, excusez-moi, même chose pour le biporteur, mais les sensations de conduite, comme elles se rapprochent plus d'un vélo classique, eh ben, elles peuvent parfois être un peu sujettes à de l'appréhension. C'est pas forcément risqué, mais l'appréhension de conduite avec des enfants en bas âge peut être une problématique. Donc là encore, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément un segment qui se distingue particulièrement, que chacun des vélos cargo, chacun dans leur catégorie présente des avantages. Et puis encore une fois, par contre, la motorisation, elle, est un élément incontournable. Les familles choisissent les vélos cargo aujourd'hui parce que la motorisation a fait des évolutions, a fait des progrès qui leur permettent de choisir ce mode de transport. Merci Diego. Donc, effectivement, différents types de vélo cargo au final, différentes catégories, semblent tous pouvoir jouer un rôle particulier. Donc, pour la suite des choses, il fallait tous les garder en tête et regarder comment ça s'insère dans le marché. L'autre exercice qu'on a fait, c'est
solution de substitution, hein, comme on dit, pour se déplacer, mais aussi pour la logistique du dernier kilomètre. Donc, nous, on l'a encore divisé en deux volets. On a la substitution pour un usage professionnel. Donc, si ce n'est pas le vélo cargo, en fait, c'est quoi? Donc, on a 5 solutions de substitution qu'on a analysées et on a fait le même exercice au niveau civil, hein. Si ce n'est pas le vélo cargo, qu'est-ce que je vais utiliser pour me déplacer en milieu urbain? La méthodologie était la même, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question à savoir qu'est-ce qu'on voulait analyser, est-ce que c'était les bonnes solutions de substitution, puis par la suite, on est allé faire une fiche détaillée pour chaque mode de substitution, une fiche dans laquelle on retrouve la capacité d'emport, le volet financier, la facilité d'utilisation, l'espace de stationnement, l'impact environnemental, et tout ça pour arriver dans un même genre de tableau sommaire. Diego, peut-être un petit mot de présentation sur nos différentes solutions de substitution. On a repris un peu la même structure que vous avez pu voir précédemment pour garder un flow au travers de la présentation. Alors là, on peut s'apercevoir que les catégories de substitution, il y a vraiment, on passe vraiment de catégories c'est vraiment des catégories très distinctes. Vous pouvez être surpris, par exemple, de voir le drone, mais au moment de notre réflexion au début du mandat, c'est vrai que quand on regardait technologie innovante en livraison, ben, souvent le drone apparaissait dans les fils de recherche ou même dans les études qu'on pouvait lire. Donc, on a trouvé intéressant d'aller l'ajouter dans cette étude pour aller justement analyser quel était le potentiel des drones à l'avenir pour la livraison. Donc pareil, même chose pour la trottinette électrique, même chose pour les véhicules électriques, les véhicules électriques de petit volume. Est-ce qu'on s'est dit, est-ce qu'ils ne sont pas en réalité l'avenir? Est-ce que les vélos cargo ne sont pas en train de se faire concurrence avec ces petits véhicules électroniques? On s'en est rendu compte, par contre, excusez-moi, que Jalon avait déjà répondu à cette question en expliquant qu'ils étaient complémentaires. Et puis, même chose pour les motos électriques sans pédale. Et puis après, bien sûr, le classique camion cube qu'on connaissait. Est-ce qu'il a encore des beaux jours devant lui ou alors est-ce qu'il faut qu'il s'adapte? Après, en repassant sur chacune des slides, là, c'est intéressant parce que on peut voir en haut à droite. Est-ce que tu peux juste revenir sur une slide marquante? Ça, c'est les drones. Ouais. Bon, ou alors, par exemple, les motos électriques. Ce qui est intéressant, on se dit, c'est quelque chose qui est assez similaire au vélo cargo. On est sur un biporteur. C'est des moteurs électriques qui sont quand même assez sensiblement les mêmes, même si souvent la force et la puissance est plus important. Et c'est sur ce point-là que ces véhicules électriques-là ont une différence majeure avec les vélos cargo. C'est que encore aujourd'hui, et puis, parce que c'est des véhicules qui roulent plus vite, c'est des véhicules qui peuvent porter plus lourd, mais ils ne sont pas forcément autorisés à rouler sur les pistes cyclables. Donc, sur l'enjeu réglementaire, ces véhicules-là vont devoir circuler sur les voies de circulation classiques utilisées par les automobiles. Donc, ils ne vont pas forcément profiter de l'avantage sous filet qu'ont les vélos cargo et à pouvoir utiliser aussi les pistes cyclables. Donc là, c'est le gros désavantage de ces motos électriques sans pédale, même si, en réalité, sensiblement, elles proposent les mêmes avantages en termes de transport que les vélos électriques. Elles n'ont pas cette capacité à se déplacer aussi facilement et aussi mobilement, de manière aussi mobile dans l'environnement urbain. Et chacune des slides comme ça va aller chercher des points plus précis. Le véhicule électrique, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a dit que c'est un élément complémentaire puisque le vélo cargo ne va pas pouvoir distribuer des gros colis. Donc, même au projet Jalon, il s'était équipé d'un petit véhicule électrique de livraison pour pouvoir livrer livrer des colis plus importants. Donc, c'est un élément complémentaire au vélo cargo en réalité, plus qu'une compétition au vélo cargo. On pourrait aller sur les drones brièvement. Alors, la trottinette, je vais y revenir dans la slide de sommaire sur le tableau. Mais les drones, ce qu'on s'en est rendu compte après étude, c'est que en réalité, c'est très compliqué aujourd'hui en termes de réglementation de dessiner, on va dire, un avenir favorable pour les drones. Il n'y a pas forcément de villes qui vont s'entendre entre elles sur quelles les limitations réglementaires, dans quel cadre est-ce que ces drones vont pouvoir se mettre à livrer au sein nous-mêmes de nos villes. En ce moment, les prototypes, on va dire les essais de livraison par drone qui fonctionnent bien, c'est en fait dans les zones reculées, donc c'est-à-dire à l'opposé total des centres urbains. C'est par exemple sur des îles qui sont pas forcément très très loin de la côte, mais où c'est plus intéressant de faire livrer un colis par drone plutôt que d'envoyer par bateau, ou alors même dans des zones reculées en montagne. Donc on s'est rendu compte que même si c'est un élément qui a de l'avenir,
pour la livraison dans les zones reculées ou même peut-être à très long terme dans les zones urbaines. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est encore sur la table, on va dire, de la majorité des grandes villes nord-américaines. C'est ça, je nous amène au tableau, Diego. Essentiellement, quand on regarde les différentes solutions de substitution pour l'usage professionnel, pour la livraison, la logistique du dernier kilomètre, les couleurs parlent de soi, c'est-à-dire que nous, on compare dans ce tableau les capacités à celles d'un vélo cargo. Donc, on n'est pas en train de comparer les solutions entre elles, mais chaque solution est comparée au vélo cargo. Et si le tableau avait été complètement vert, on aurait été en train de dire que toutes les solutions sont supérieures au vélo cargo. Donc, ce n'est pas du tout le cas. En fait, il y a énormément de rouge et de orange. On se rend donc compte que le vélo cargo se démarque de toutes ces solutions de substitution. Donc, simplement, la couleur, on avait une bonne piste. Hein? On se disait, OK, intéressant. C'est plutôt dans un aspect de complémentarité qu'on va venir travailler et pas nécessairement dans le but de vouloir tout remplacer, ce qui est là. Diego a fait un bon départ, mais rapidement, on sait que les capacités supérieures à celles d'un vélo cargo ben, elles sont rares. Elles arrivent à quelques endroits pour quelques volets seulement. Donc, les volets qui sont capacité d'emport, volets financiers, facilité d'utilisation et l'impact environnemental. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des fiches standardisées pour chaque élément afin de pouvoir bien comparer d'un à l'autre et pouvoir se prononcer lorsqu'on compare à l'utilisation d'un vélo cargo. Est-ce qu'il y a d'autres faits saillants que tu voudrais nous partager sur solutions de substitution, Diego? On se rend compte que l'enjeu prioritaire pour, on va dire, trois catégories assez proches, que ce soit les motos électriques, les trottinettes électriques et les vélos cargo, c'est vraiment la réglementation. Aujourd'hui, la trottinette électrique, c'est un élément qui est très intéressant parce qu'elle a la capacité d'évoluer sur les mêmes pistes cyclables que les vélos cargo. L'enjeu de la trottinette électrique, par contre, c'est la capacité de transport qui n'est pas encore similaire à ceux des vélos cargo. Par contre, on se rend compte que la moto électrique, elle, parce que dans la réglementation, elle ne répond pas, elle n'a pas la même capacité que les vélos cargo à aller évoluer sur les pistes cyclables. Ben, elle a moins de capacité, elle a pas cet avantage-là quand les vélos cargo à évoluer rapidement et à aller chercher justement ce 15% de livraison-là en plus à la journée qu'ont les vélos cargo comparativement aux camions cubes. Parfait. Même exercice, donc solution de substitution, mais pour un usage civil, c'est-à-dire que dans l'introduction, Diego mentionnait, c'est sûr que ça dépend du trajet, mais si on parle d'un petit trajet court et un petit trajet court, forcément avec soit un enfant, soit de la marchandise à transporter, c'est un peu dans cette optique-là qu'on a regardé les solutions de substitution pour usage civil. Et dans la même chose, pourquoi on fait ça? Ben, c'est pour se demander est-ce que réellement il semble y avoir un potentiel? Quels sont les éléments que le vélo cargo va se démarquer pour après ça donner suite et orienter le reste de notre étude de marché? Donc, Diego, je te redonne la parole. Voilà, donc aujourd'hui, enfin, excusez-moi, pour les vélos, pour les substitutions, pour les clients, on va dire privés, les familles. Donc, on a même exclu la voiture à gaz classique, la voiture même diesel, puisque en réalité, le modèle électrique a de plus en plus d'importance aujourd'hui, notamment au Québec. Donc, l'idée c'est pour ça qu'on a même exclu, comparativement, par exemple, on avait gardé les camions cubes qui fonctionnent classiquement sur les modèles de consommation d'essence ou de diesel. Là, on est passé directement sur le modèle électrique, puisque les motivations des familles à choisir le vélo cargo sont souvent liées à des motivations environnementales. Pour ce qui est la girafe, enfin les remorques, c'est ce qui est anciennement un peu utilisé par les familles pour transporter des enfants accrochés à un vélo. Ça, c'est un élément qui est important à évaluer parce que en termes de budget, notamment, ils sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus faciles d'accès que les vélos cargo. Puis la trottinette électrique, c'est quelque chose qui, euh, qui est en train de se démocratiser tranquillement à travers le monde, à travers l'Amérique du Nord. On se rend compte qu'il y a des enjeux en termes de sécurité notamment qui ne répondent pas forcément aux besoins des familles. Puis après, le transport en commun, là, c'est un élément qui est important et on se rend compte que encore une fois, le vélo cargo est complémentaire à l'offre proposée par le transport en commun et pas forcément en concurrence avec ces derniers. Exact, ça va nous amener un petit tableau sommaire où on compare encore une fois les différentes solutions de substitution d'usage d'un vélo cargo.
Encore une fois, même constat, on n'a pas un tableau ni complètement rouge ni complètement vert. Donc, il y a tout le temps des subtilités qui nous amènent vraiment là, vers la complémentarité et certains usages qui sont plus pertinents pour le vélo cargo versus une autre solution de substitution. D'autres faits saillants que tu voudrais partager, Diego? Oui, donc là, on se rend compte, notamment sur la première et la deuxième colonne, si on parle par exemple de la capacité d'emport, que seulement la voiture électrique, donc à quelque chose de beaucoup plus conséquent en termes d'investissement financier, propose une capacité d'emport supérieure à celle des vélos cargo. À l'inverse, lorsqu'on regarde le vélo financier, donc là c'est évident, une voiture électrique coûte au minima 40 000 dans 40 000. Puis c'est sûr que le Québec et puis quelques provinces en Amérique du Nord proposent des subventions sous forme de crédit d'impôt à l'achat de ce type de véhicule, mais toujours est-il que ça reste nettement plus dispendieux que les vélos cargo. Puis on s'aperçoit que pour ce qui est des trottinettes et des trottinettes et puis les girafes et les remorques, ce qui va être l'élément de distinction le plus important qui va favoriser l'achat d'un vélo cargo versus ces deux derniers, ça va être la sécurité. Dans le cas des trottinettes, ça va être difficile d'emporter un enfant avec soi sur la trottinette électrique. Et pour ce qui est des girafes et des remorques, en réalité, c'est parce que souvent, ces dernières n'ont pas été adaptées suffisamment encore. On ne se dit pas que l'industrie va pas s'en aller vers là, mais à se faire attacher à des vélos qui, eux, sont équipés d'une propulsion électrique. Donc, c'est sur ces quelques points-là qu'on peut s'attarder sur ce tableau. Parfait. Et avant de changer de section, on peut faire un mini sommaire d'où on en est, qu'est-ce qu'on a vu. Si on avait arrêté l'étude de marché ici, bon, on ne serait pas allé bien loin, mais où on en est jusqu'à présent, ben, on a appris essentiellement deux choses. Si on veut que tout le monde suive sur la même longueur d'onde, on a vu que ben, jusqu'ici, ça serait assez positif, hein, parce que quand on regarde les tableaux sommaires puis qu'on se compare aux caractéristiques d'un vélo cargo, on a vu qu'il n'y a pas de solution de substitution qui vienne complètement se démarquer et rendre le vélo cargo inutile. On est vraiment, il y a certains usages qui semblent intéressants puis certaines caractéristiques qui semblent intéressantes. Donc, jusque-là, c'est positif pour le marché. Et en plus, ce qu'on a surtout appris, c'est que c'est vraiment dans un modèle de complémentarité que l'usage que l'usage de vélo cargo prend tout son sens. Pour la suite des choses, c'est à garder en tête. Donc, jusqu'ici, on a vu différents types de technologies, différents segments. Ils ont tous un usage intéressant. Les solutions de substitution ont certains usages particuliers, mais c'est dans un mode de complémentarité qu'on devrait regarder le marché. Donc, pour l'analyse du marché, effectivement, il va y avoir un volet plus de chiffres, plus quantitatif, mais on va débuter avec du qualitatif. Par exemple, on va commencer par s'attarder à notre condition ici, là, en Amérique du Nord, plus vers le Québec, et parler de conditions nordiques. Parce que pour la suite des choses, pour comprendre l'environnement, la distribution, les joueurs, la taille du marché, puis qu'est-ce que ça donne, on voulait avoir ce pas de recul sur oui, mais nous au Québec, si on fait une filière locale, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, peut-être pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, quand on parle de conditions nordiques, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on s'attarde, quel genre de problème ça amène? Diego, veux-tu nous expliquer la chose? Alors, le but de cette slide-là, c'était vraiment d'aller se rendre compte que les conditions qu'on a ici, puis vous le savez certainement, on a au Canada, enfin notamment au Québec, elles sont assez rigoureuses. Et puis on se dit, si on fait un vélo cargo, va vraiment falloir qu'il réponde à ces conditions-là. Mais si quelqu'un a le projet de créer une filière de vélo cargo au Québec, il faut se rendre compte que le potentiel il est nord-américain et qu'en réalité, les conditions climatiques extrêmes qu'on a ici sont vraiment, en fait, pas du tout la norme ailleurs en Amérique du Nord. Donc, on allait reprendre ici, on s'est amusé à aller reprendre les quelques grandes villes nord-américaines, donc qu'elles soient aux États-Unis ou ici au Canada. Puis on s'est rendu compte que c'est vraiment à Montréal, à notre grande surprise, qu'on a le plus de neige et qu'on a les températures les plus froides avec une moyenne. Donc, on a choisi le mois de janvier parce que c'est celui qui avait les conditions climatiques les plus rigoureuses lors de l'année 2021. Donc, et puis on s'aperçoit en réalité que c'est vraiment Montréal, la ville de Montréal, dans laquelle est-ce qu'on expérimente les conditions les plus rigoureuses. Donc, en réalité, quand on veut adresser l'ensemble du territoire nord-américain, cet enjeu-là n'est pas forcément
problématique en tant que telle. Donc, c'était un peu pour minimiser l'importance des conditions nordiques. Mais toujours est-il qu'on a décidé d'aller chercher un peu quelles étaient les solutions qu'avaient proposées les utilisateurs de vélo cargo. Donc, on En fait, a Diego, c'est qu'on souligné. a, on a des problèmes spécifiques là, qui sont Ouais. liés à l'utilisation du vélo cargo en conditions nordiques, mais nous, on s'est posé la question, OK, il y a des enjeux, mais surtout, est-ce qu'il y a des solutions? Si oui, quel genre de problème on va rencontrer, puis quel genre de solution on va rencontrer? C'est les 5 enjeux qu'on a soulignés au travers des entrevues, avec notamment des utilisateurs, voilà, donc des gens qui livraient à Montréal. Donc, soit les 5 enjeux, c'était la mécanique hivernale, le froid extrême, le sel utilisé sur les routes, les vibrations engendrées par les routes endommagées, puis les batteries en contexte hivernal. Donc, il y a toute une logistique en termes de batterie où, en réalité, en hiver, c'est plus intéressant, étant donné que les vélos cargos font des allers-retours entre les mini-hubs, etc., d'avoir une batterie de rechange qui, elle, va charger pendant la journée et qui va pouvoir permuter au moment où le livreur va revenir au milieu. Puis, il y a aussi l'ouverture, l'usage, par exemple, des choses des petits types assez classiques, assez évidents. Donc, par exemple, l'usage d'une couverture néoprène autour de la batterie. C'est, par exemple, voilà, quand nous, on se met des mitaines en hiver, bah, la batterie se mettrait une petite couverture aussi en hiver. Pour l'huile, il est préférable d'utiliser l'huile DOT. Donc, ou même, on passe, comme sur les voitures, des changements de pneus d'été à des pneus d'hiver. Pour les vibrations, les routes endommagées, il y a certains livreurs ici qui avaient fait eux-mêmes la démarche d'aller installer des roues de mobilette parce que il y a moins les rayons sont moins, il y en a moins, ils sont plus solides et ça répond plus facilement. Enfin, du moins, il y a besoin de les changer beaucoup moins, de manière beaucoup moins fréquente que les roues de vélo classiques. Donc, ça, c'est un peu les solutions qui ont été proposées vis-à-vis de chacune des problématiques qui ont été soulignées. Et donc, si on refait un tout petit point, après avoir analysé le volet nordique, il y a deux éléments. Puis nous, on regarde l'étude, on a notre point de vue étude de marché Amérique du Nord. Donc, on se dit, OK, les conditions nordiques, oui, elles existent, mais la première chose, c'est que elles sont pas la norme en Amérique du Nord. Elles sont plutôt anecdotiques dans certaines régions. Puis ça, c'est important parce que si on pense à la potentielle création d'une filière locale québécoise, ben, est-ce qu'on veut vendre nos vélos cargo à travers l'Amérique du Nord ou seulement au Québec? Et donc, c'est à garder en tête aussi à quel marché ça s'adresse, ces enjeux-ci. Et l'autre chose, c'est que oui, il y a des enjeux, mais il y a des solutions qui existent. Donc, on aurait pu, au cours des entrevues, au cours de notre étude, se rendre compte que non, en fait, les enjeux, ils sont trop complexes, puis à long terme, on ne pense pas que c'est viable ou ça ne fonctionne pas, on ne trouve pas les solutions. Mais ce n'est pas ça qu'on a eu comme message. On a eu le message que oui, il y a des enjeux aux conditions nordiques, mais chacun de ces enjeux-là, on peut y trouver une solution. Et donc, si on extrapole, le marché a toujours un potentiel, même que le marché nord-américain, il faut pas trop s'attarder aux conditions nordiques, que ça devrait juste être un volet, surtout dans la potentielle création d'une filière. Et ça a des répercussions sur le modèle d'affaires à penser. Est-ce qu'on veut concevoir un vélo cargo qui serait standard, avec une spécialité au Québec où on est bon pour les modifier, les adapter aux conditions, plutôt que de facto, fabriquer un vélo cargo qui soit pour les conditions nordiques, qu'on aurait bien du mal à vendre dans le reste de l'Amérique du Nord. C'est un peu la chose qu'on voulait garder en tête et ça va avoir des impacts là, sur le modèle d'affaires à proposer et comment développer une filière locale potentiellement. Ça Et fait un c'est peu le vrai tour. qu'on se rend compte que les adaptations pour les conditions hivernales, c'est principalement des ajouts. Donc, c'est une roue de mobilette versus une roue de vélo. Donc, il n'y a pas besoin de changer tout le vélo au complet, vélo cargo au complet, pour faire une différence entre le vendre au Québec ou le vendre ailleurs en Amérique du Nord, pense à Santa Monica aux États-Unis ou à Los Angeles. Il n'y a pas besoin de changer le vélo au complet, c'est juste des ajouts et des ajustements qui, par exemple, changer une couronne de Kevlar au lieu d'une chaîne en métal pour la transmission. Parfait. On fait un petit saut, puis on s'en va regarder différentes choses. On parlait de l'environnement concurrentiel, on parlait de distribution. Essentiellement, toujours dans on est en mode étude de marché, mais on a l'optique d'une potentielle création de filière locale. On va rencontrer qui? Hein? Les vélos qu'on trouve ici en ce moment, les vélos cargo présents au Québec, ils viennent d'où? Ils sont fabriqués par qui? Et si nous, on voulait entrer le marché puis avoir notre propre filière, est-ce qu'on devrait plutôt s'allier avec eux? À qui on va devoir avoir affaire? Est-ce qu'il y a des alliances possibles? C'est un peu les thèmes qu'on va aborder ici. Donc, dans un premier temps,
provenance géographique des vélos cargo vendus au Canada et aux États-Unis, je vais redonner la parole à Diego. C'est pour comprendre d'où ils viennent ces vélos. Là, on allait regarder les vélos qui étaient vendus ici en Amérique du Nord, où est-ce qu'était leur siège social. C'est important parce que ce qu'on voit ici, Pays-Bas, Danemark, c'est pas l'endroit où sont construits les vélos, ni l'endroit où ils sont même parfois assemblés. Si aujourd'hui, ça peut différer radicalement pour un produit. Donc, on se rend compte que les États-Unis, il y a quand même 23% des vélos qui viennent des États-Unis, des vélos cargo qui viennent des États-Unis. Au Canada, il n'y a pas encore de vélo cargo en tant que tel. Il y a certaines remorques qui ont été produites à notre connaissance, Et il n'y a pas encore de vélo cargo en tant que tel, mais on se rend compte que les principales marques sont européennes. Donc, si c'est quelque chose d'important à avoir en tête lorsqu'on a un modèle, peut-être ouvrir une filière québécoise, puisque aujourd'hui, le savoir, il est en Europe. Il y a certains pays comme les Pays-Bas, comme le Danemark, ça fait déjà depuis longtemps que les vélos cargo sont en place. Donc, on se rencontre après dans la suite de l'environnement concurrentiel qu'il y a peut-être des partenariats à aller chercher. Que les portes d'entrée ne sont pas forcément de créer une filière en partant de zéro, mais peut-être aller plutôt chercher à s'associer ou aller regarder un peu ce qui a été fait en Europe, étant donné qu'on s'en aperçoit après avoir interviewé certaines personnes en Europe qu'il y a du monde en Europe qui veut s'introduire sur le marché nord-américain, mais qui pour l'instant n'a pas trouvé les portes d'entrée nécessaires. Oui, c'est ça. Tu es en train de nous amener une opportunité potentielle pour des assembleurs nord-américains, partenariat avec des joueurs européens. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de distribution que tu voudrais mentionner comme fait saillant? Ben, c'est un peu corrélé puisque, admettons, on parlait de l'assemblage versus la production. Euh, L'enjeu en ce moment, c'est que vu qu'il n'y a pas forcément de partenariats qui ont été créés, les vélos au cargo sont principalement assemblés en Europe avant d'être importés en Amérique du Nord. On s'entend, un vélo assemblé, ça coûte beaucoup plus cher à importer qu'un vélo en pièces détachées qui se ferait assembler après ici au Québec. Donc, les deux sont corrélés en réalité. Une entreprise européenne serait intéressée à avoir un assembleur ici en Amérique du Nord pour pouvoir justement juste envoyer les pièces et pour avoir un stock aussi. Puis ça apporterait une deuxième solution, c'est-à-dire que l'un des enjeux aujourd'hui qu'il y a en Amérique du Nord par rapport au déploiement du marché des vélos cargo, c'est le manque de pièces, c'est le manque de disponibilité en termes même de ressources humaines qui peuvent répondre à des problèmes techniques bien précis sur les vélos cargo. S'il y avait cette partenariat-là, ou avoir cette capacité d'assembler des vélos cargo ici en Amérique du Nord, forcément le stock de pièces serait plus important et il y aurait plus de rapidité en termes de réparation, d'accessibilité aux pièces, et ça deviendrait de plus en plus intéressant, même pour les distributeurs, de vendre, eux, des vélos cargo. Ils souffriraient moins de plaintes des clients qui attendent de nombreux mois pour changer telle ou telle pièce sur leur vélo cargo. Ça répond aussi à un autre enjeu. Donc, on parlait par exemple d'une présence publicitaire insuffisante. Là, c'était un détaillant à Santa Monica aux États-Unis qui nous expliquait, moi, ça me ferait plaisir de faire une campagne de pub pour les vélos cargo, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui m'offre ce budget-là. Et en même temps, on comprend les constructeurs européens, ils sont pas forcément prêts à mettre ce budget-là en Amérique du Nord, étant donné qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas forcément les capacités à répondre en termes de pièces et de réparation sur le champ et puis suffisamment rapidement. Donc, notamment parce qu'on se rend compte que les vélos cargo, c'est un secteur de vente où les services après-vente est très important. C'est des vélos qui demandent plus de manutention. Ils peuvent faire peur pour un client, peut-être pas forcément pour les professionnels qui vont souvent avoir des mécaniciens à l'intérieur, à l'interne, mais pour des familles, des choses comme ça, ils vont souvent avoir besoin d'un soutien, quasiment comme pour une auto, où ils vont pouvoir amener le vélo cargo et ils s'attendent à ce que étant donné que le vélo cargo, c'est quelque chose qui est utilisé au quotidien pour amener les enfants à l'école et aller chercher des courses, et ils s'attendent à ce que la réactivité de la part du détaillant soit suffisamment rapide. Donc là, c'est un peu les enjeux qu'on a pu souligner par rapport à la distribution des vélos cargo en Amérique du Nord. J'aurai le temps de rentrer plus en détail dessus, mais c'est vraiment les éléments les plus importants à Non, souligner. mais je pense on voit bien actuellement la dépendance aux joueurs européens. On voit qu'ils ont une certaine expertise, on voit qu'ils exportent jusqu'ici des vélos tout assemblés. C'est des points de réflexion importants à garder en tête si nous, on se dit qu'on veut créer une filière locale. Quel genre de rôle on va vouloir leur laisser? Et il faut rester réaliste aussi. Hein. Si on décidait, par exemple, qu'on voulait tout faire nous-mêmes versus utiliser leur expertise, etc., je pense que, dépendamment de l'objectif en laps de temps qu'on se donne, il faut
rester réaliste dans cette démarche-là. On s'est aussi demandé, un peu plus dans le détail, mais on a fait seulement 2 profils. On s'est demandé, c'est qui techniquement ces joueurs-là? Ils ressemblent à quoi ces organisations-là qui font des vélos cargo? Euh, Parce que, quand je dis qu'il faut se poser des questions par rapport à ceux qui ont déjà l'expertise et qui sont déjà sur le marché, si on veut créer une filière locale, est-ce qu'on veut que ces joueurs-là qui sont les leaders de l'industrie, est-ce qu'on veut qu'ils soient nos partenaires? Est-ce qu'on veut les concurrencer directement? Est-ce qu'on veut prendre un morceau de la chaîne et eux l'autre morceau de la chaîne? Donc, on a dressé des petits portraits, on n'en a fait que 2, juste pour se donner une idée. On a pris 2 grands joueurs qui sont très présents en Amérique du Nord. Donc, c'est le format de la fiche pour détailler un concurrent. Ici, on a Rad Power, mais si on change, on a aussi Urban Arrow. Et en haut à gauche, dans la fiche, vous voyez la présence en Amérique du Nord. Donc, ce n'est pas des compagnies qui sont seulement en Europe, c'est des compagnies qu'on va retrouver en Amérique du Nord. On cherchait à comprendre c'était qui. Ben, rapidement, en tout cas, ce n'est pas d'énormes multinationales. On a une compagnie qui a 250 millions de chiffre d'affaires ici, puis on en a une autre qui a 78 employés, ça donne une idée de la taille de l'organisation. On voulait comprendre quel genre de modèle ils fabriquaient, est-ce qu'ils étaient présents à la fois sur le segment professionnel et sur le segment civil du consommateur. C'est le cas ici pour Rad Power, par exemple. Et ben c'est ça, dans les grands constats, c'est que ce sont des joueurs qui ont la grande présence en Amérique du Nord, mais ils ne sont pas nécessairement une multinationale incroyable avec des méthodes pour rendre la vie difficile à de nouveaux entrants dans le marché. Et ça, encore une fois, c'est de l'information très pertinente pour un nouveau joueur québécois là, qui voudrait s'insérer dans le marché. Donc, ce n'est pas ici là, qu'il y a les plus grands faits saillants, c'est juste qu'on a documenté 2 joueurs bien populaires et bien présents en Amérique du Nord. On va parler juste un petit peu des prix des vélos cargo, mais on ne veut pas vous ennuyer avec plein de chiffres ici. Pourquoi c'est important d'avoir regardé les prix? Ce que vous voyez en ce moment, il y a 3 tableaux qui ont 3 colonnes. Donc, quel segment on regarde? Quel type de technologie? Est-ce que c'est un triporteur pour les professionnels? Mais on regarde aussi, est-ce qu'il est motorisé ou non? Là, vous allez remarquer entre la colonne du centre et la colonne du droite l'écart de prix. Hein, c'est est-ce qu'il y a une assistance électrique ou pas? Parce que pour un modèle tout à fait similaire de vélo cargo, bien que de plus en plus ils vont être avec assistance électrique, mais dans les faits, dans le moment, pour un vélo tout à fait similaire, il existe un prix X pour le vélo et un prix Y s'il y a assistance électrique, donc motorisée. Et ça fait vraiment une grande différence sur le prix. Et nous, c'est important, puis en toute transparence, on vous montre les prix moyens qu'on a trouvés dans le marché, parce que quand on cherche à comprendre la vraie valeur de ce marché-là, quand on va faire notre petit modèle, notre modélisation de marché tantôt, ben, il fallait utiliser des prix raisonnables pour chacun des segments. Parce que si on modélise le marché sur une valeur de 1500 versus un prix moyen de 8800, on arrive à des valeurs complètement différentes. Donc, c'est un peu la démarche qu'on a fait. Donc, il y a énormément de recherches ici à savoir, dépendamment du type de modèle et à qui elle s'adresse, combien ça peut coûter. Donc, la recherche secondaire, les entrevues ont aidé à comprendre le prix moyen. Et c'est tout à fait pertinent aussi là, pour après ça, les prix de remplacement, si on utilise, je ne sais pas moi, si on a un LSV ou si on avait le véhicule conventionnel, puis on le remplace par le vélo cargo, à quel genre de prix on peut s'attendre. Mais le plus grand constat, c'est la distinction d'à peu près 2000 à 2500 dollars pour venir ajouter l'assistance électrique. C'est un thème qu'on va avoir besoin d'utiliser tantôt, c'est pour ça qu'on le présente ici. On va très bientôt se lancer dans la taille du marché, nombre d'unités vendues, la croissance de ce marché-là. Mais pour mettre une dernière couche qualitative, on va venir regarder au final, c'est quoi les grandes tendances qui affectent l'essor du marché des vélos cargo. Donc, nous, on a notre perspective en Amérique du Nord, mais là, si on quitte la perspective d'Amérique du Nord, on fait juste se dire, c'est quoi les grandes tendances qui vont faire en bleu qu'on va avoir un impact positif sur l'essor d'une filière? C'est quoi les impacts négatifs sur l'essor de cette filière-là? Donc, oui, on veut être dans un contexte nord-américain, mais ces tendances-là, c'est ce qu'on observe à travers le monde donc pour l'essor des vélos cargo. Diego, tu veux nous présenter peut-être qu'est-ce qui a un plus fort impact et comment ça se décline? Donc, voilà, on se rend compte que les initiatives des gouvernementales sont vraiment très importantes pour les vélos cargo. Ce qui se passe aujourd'hui en Amérique du Nord, c'est peut-être ce qui s'est passé en Europe il y a quelques années déjà, où on s'est rendu compte que les politiques, notamment urbaines, c'est des choses qui ont vraiment facilité l'essor des vélos cargo. Que ce soit en termes de subventions, en France, il y a eu un programme où chaque colis livré bénéficiait d'une subvention de 2 euros.
ou même que ce soit en termes de facilitation de circulation en milieu urbain, avec certaines rues qui deviennent uniquement cyclables, partagées entre cyclistes et piétons en été, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un élément important dans le déploiement et puis dans l'essor d'une telle filière, puisqu'on se rend compte que même en termes des réglementations, si tel ou tel vélo cargo n'est pas ou n'est plus accepté sur les pistes cyclables, bah, il perd tout son intérêt à titre de comparaison versus une moto électrique ou un élément qui devrait obligatoirement évoluer sur la voie publique avec les autres véhicules. Après, on se rend compte qu'il y a quand même il y a des impacts positifs. Aujourd'hui, l'augmentation de l'adoption du grand public, il y a beaucoup de gens qui, au lieu d'acheter une deuxième voiture familiale, se disent et pourquoi pas un vélo cargo finalement? Ça coûte légèrement moins cher. Il propose quasiment les mêmes avantages en termes de transport d'enfants pour aller faire les courses ou ce type d'activité au quotidien qui ne nécessitent pas des trajets très très longs. Donc, et puis aussi, comme l'avait mentionné Daniel tout à l'heure dans le début, c'est qu'il y a une demande grandissante pour les livraisons urbaines. On s'en est rendu compte à travers le Covid, il y a beaucoup plus de gens qui font des commandes en ligne. Donc les demandes pour les livraisons urbaines sont de plus en plus importantes. Maintenant, à l'opposé, à l'inverse, on s'aperçoit qu'il y a des tendances négatives. On les a déjà un peu mentionnées, donc je ne vais pas m'attarder. Donc les enjeux de disponibilité de pièces, le défi des pistes cyclables, ça peut être en fait une tendance négative si les réponses des gouvernements ne sont pas forcément là, présentes face au déploiement des vélos cargo. Puis voilà, le réseau de distribution accusant encore un retard de maturité. Il faut bien comprendre que c'est tout un ensemble de choses qui fait que les vélos cargo pourraient éventuellement fonctionner pleinement en Amérique du Nord. Il y a la distribution, il y a les marketing, il y a les promoteurs, il y a les constructeurs, il y a la disponibilité des pièces. C'est vraiment toute une chaîne au complet auquel il faut penser. C'est pas juste en construisant les vélos cargo au Québec que ça va fonctionner. Effectivement, donc c'est toutes des tendances qu'on doit garder en tête. Puis dans quelques secondes, on va parler de croissance du marché. Ben, dépendamment de à quel point on va être en mesure de miser sur les éléments positifs, puis à quel point on va être freiné sur les éléments négatifs, c'est sûr que nous, la croissance qu'on suggère, elle pourrait jouer en fait, elle pourrait varier un peu, dépendamment de ces grands facteurs-là. Il y a plein de gens de divers milieux aujourd'hui qui participent à cette présentation-là, des gens qui vont avoir un petit morceau où ils peuvent jouer et avoir un impact positif, d'autres gens où ils vont pouvoir aider à pallier un impact négatif. Donc, ça va prendre, il y a un appui de tout le monde aussi dans de divers types de parties prenantes, là, si on veut favoriser l'essor des vélos cargo. Et là, on va rentrer dans une petite modélisation. Puis nous, en toute transparence, on ne veut pas ennuyer personne avec la technique. On va juste vous expliquer comment on arrive à modéliser un marché, à dire, bon, ben, à peu près tant d'unités, puis ça vaut à peu près tant de millions de dollars. Ben, c'est parce qu'on s'est posé des questions, puis on a regardé des comparables, puis on a regardé des ratios, puis on a regardé le marché des vélos normaux, le marché des vélos électriques, le marché des vélos cargo. On a regardé les ventes en Europe, les ventes au Canada, les ventes aux États-Unis. On s'est même demandé les vélos cargo vendus, est-ce qu'ils ont 2 roues? Est-ce qu'ils ont 3 roues? C'est quoi leur taux de motorisation, donc d'assistance électrique? On a vu que l'an dernier, c'était à peu près 75% de vélos cargo avec une assistance électrique, mais on pense que ça va être 87% d'ici 2025. Mais il faut tout inclure ça dans notre modèle parce qu'on a vu tantôt que le prix va varier énormément selon le taux de motorisation. Est-ce que ces vélos-là sont vendus pour un usage professionnel? Est-ce que c'est pour un usage civil? On s'est aussi posé la question à savoir notre plan de croissance, est-ce qu'il est dans un scénario réaliste? Est-ce qu'il est plutôt optimiste ou il est nécessairement standard selon les conditions qu'on a vues? Donc, on ne rentre pas dans le détail de ça. C'est une méthodologie en 8 étapes qui nous amène à modéliser notre marché. Et ici, c'est la page principale. Là. Notre but ultime, on est en Amérique du Nord, puis on veut comprendre c'est quoi la taille du marché. Et voici, en haut à gauche, c'est en unité. Donc, on dit que l'an dernier, c'est probablement vendu au Canada et aux États-Unis environ 20 900 vélos cargo. Et on pense que d'ici 2025, c'est environ 52 000 vélos cargo qui vont se vendre au Canada et aux États-Unis pour un taux de croissance moyen de 20 par année, ce qui est énorme. Et taux de croissance moyen, ça veut dire que oui, évidemment, d'une année à l'autre, ce ne sera pas 20 fixe, mais à 20 par année, on devrait arriver au chiffre que vous voyez là. Et ça, c'est tous les vélos cargo.
Là, ça, c'est pas juste ceux qui ont une assistance électrique, c'est pas juste ceux qui ont 2 roues, 3 roues, c'est tous les vélos cargo. On parle d'environ 20 000 unités jusqu'à 52 000 unités. Ça, c'est en vert les unités et en bleu, c'est la valeur monétaire. Donc, ça représente à peu près un marché de 322 millions en 2025. Ça, c'est intéressant parce que dans la perspective de la création d'une filière locale, on va vouloir comprendre la taille du marché complète. Donc, si on prend une part de ce marché-là, c'est combien de millions, c'est quoi les retombées économiques, etc. Donc, d'avoir une valeur monétaire est très importante aussi pour le comparer à d'autres marchés aussi. Et vous remarquerez que la croissance monétaire est plus élevée que la croissance en unité, hein, un petit peu, 22 comparé le 20 et ça, on va l'expliquer en détail, mais c'est parce qu'on va vendre de plus en plus de vélos cargo avec assistance électrique et les vélos cargo avec assistance électrique coûtent plus cher. Donc, dans le temps, le nombre d'unités, oui, augmente de 20 mais la taille du marché en valeur, elle va augmenter davantage. Donc, ça, c'est dans nos principaux constats. Nous, dans l'exercice, on a aussi séparé entre Canada et États-Unis. Et sans entrer dans le détail, si on crée une filière locale, il serait, dans une perspective économique, serait une meilleure décision d'affaires d'inclure les États-Unis de par la taille de leur marché. Donc, entre le Canada et les États-Unis, ce qu'on dit, c'est que les unités vendues au Canada, c'est à peu près 7 des unités vendues aux États-Unis. Donc, oui, peut-être qu'on peut faire une filière locale avec une spécialisation en conditions nordiques, mais de cibler l'Amérique du Nord semble une meilleure opportunité d'affaires, surtout évidemment les États-Unis de par la taille de leur marché. Après ça, nous, on a continué de resegmenter. Là, on regarde ici, par exemple, spécifiquement les vélos cargo qui ont une assistance électrique, donc motorisée. À gauche, vous voyez 24 de croissance, c'est effectivement notre meilleure croissance. Et si on allait en page suivante, on aurait 5 de croissance seulement. C'est pour les vélos cargo qui n'auront pas d'assistance électrique. Ça veut dire qu'ils vont continuer de croître, les ventes et la valeur, mais à un bien moindre rythme que les vélos avec une assistance électrique. Donc, on vous remet peut-être ici en bas à droite, taux évolutif de motorisation utilisé dans la modélisation du marché. Là, nous, c'est vraiment ce qu'on pense, validé par la documentation, validé par les entrevues. C'est que l'an dernier, c'était peut-être 75 des vélos cargo avec assistance électrique, mais d'ici 2025, on regarde 87 de ces vélos-là qui auraient une assistance électrique. On le rappelle, ça a un impact sur la valeur du marché puisque ces vélos-là se vendent plus cher. Donc, nous, on a resegmenté et resegmenté. Et en annexe, dans le rapport complet, vous avez là, les plus petits segments possibles, c'est-à-dire si vous voulez regarder l'usage professionnel avec 3 roues et assistance électrique, vous pouvez aller voir la taille de ce marché-là au Canada. Mais pour les bienfaits de la présentation, on va rester à ce niveau exécutif. Donc, on est effectivement parvenu à modéliser des nombres d'unités vendues et d'avoir une taille de marché. Et je regarde le temps, puis je nous amène dans notre 4e section, la dernière avant les conclusions, qui serait veille et analyse réglementaire. Et bon, ici, on ne partait pas de zéro. Hein. Il y avait une petite présentation de jalons du projet Colibri où il y avait certaines propositions qui ont été faites suite à ça au niveau réglementaire, certains questionnements. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas parti de zéro. On a pris ça et on s'est demandé déjà, bon, au niveau des normes à appliquer, au niveau de la réglementation, des normes de fabrication, est-ce que ça fait du sens? Honnêtement, entre tout ce qu'on a lu, toutes nos entrevues, tout ce qui est proposé à la suite du projet Colibri fait du sens. Il n'y a pas de problème avec ça. Les recommandations iraient dans le même sens au niveau de largeur, longueur, le poids. Pas d'enjeu. Mais en fait, c'est quand on prend un pas de recul puis on se dit, OK, ça c'est pour le projet Colibri, ça matche avec ce qu'on voit dans nos recherches. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Qu'est-ce qu'ils ont fait à New York? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Toronto? Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est différent. C'est-à-dire que eux, la réglementation puis les caractéristiques limites qu'ils vont proposer pour les vélos cargo sont différentes d'un endroit à l'autre. Et ça, dans le but d'avoir accès à un marché complet puis d'uniformiser les normes, ça ne va pas exactement dans la bonne direction. Par contre, en Europe, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de rediriger le tir. Donc, au moment où on se parle, à moins que la norme vienne d'être publiée, elle était plutôt en train d'être rédigée. Donc, en Europe, ils sont en train de travailler à une norme européenne, donc unifiée de tous les pays d'Europe, pour l'usage des vélos cargo. Et ça évite qu'il y ait des caractéristiques différentes. Là, ici, ce n'est pas New York et Toronto, mais ce serait Paris et Hambourg, par exemple. Mais nous, on veut éviter ça, qu'il y ait des conditions pour les vélos cargo complètement différentes entre les différentes villes d'Amérique du Nord, parce que ça amène
des risques qu'on va présenter tout à l'heure et c'est pas bon pour l'essor de la filière essentiellement. Donc, c'est ça. Quand on prend un pas de recul, on se dit oui, on pourrait recommander certaines normes suite au projet Colibri, pas d'enjeu. Oui, suite à notre étude, on pourrait présenter certains éléments, il n'y aurait pas de problème, mais on voit qu'il y a plutôt une notion d'uniformiser tout ça puis d'arriver à des normes communes en impliquant beaucoup de joueurs. C'est plutôt vers là qu'on va aller et ça prend forme comme 6 éléments qu'on va parler. Donc, 3 apprentissages, 3 recommandations. Et on a le temps d'y aller. En fait, risque pour l'investissement dans les deux sens, là, que ce soit du côté de l'utilisateur, du côté du manufacturier, si on a un environnement réglementaire incertain, hein, on ne sait pas là, ce qui va en être pour l'usage des pistes cyclables, on ne sait pas si la largeur va être considérablement réduite, on ne sait pas pour le poids, pour la vitesse. Ben, c'est dur là, de justifier des investissements à long terme dans un environnement où on n'est pas certain de ce qui va se passer. Donc, il y a un risque pour les investissements. Après ça, l'enjeu réglementaire, on va se rappeler qu'on est un peu dépendant à l'importation européenne. Hein. Il y a 10 minutes, on parlait que les joueurs européens, c'est surtout eux qui ont l'expertise. On trouve beaucoup de vélos cargo européens ici. Si on décide de créer un environnement réglementaire et des normes complètement différentes de ceux qu'on retrouve en Europe, ben là, ça va devenir assez difficile d'avoir accès à tous ces joueurs européens si l'environnement ici est très différent. Donc, ça devient contraignant pour l'exportation, ça devient contraignant pour créer des alliances avec eux. Donc, à garder en tête, potentiellement, regarder ce qui se fait en Europe. Cela dit, la ville européenne a une configuration différente de la ville nord-américaine. Ça va de soi. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être quand même travailler avec eux, du moins regarder comment ils font pour uniformiser des règlements à travers différents pays. Parce que notre enjeu principal, le troisième point, c'est qu'on voit des réglementations qui sont faites pour une ville, ailleurs c'est fait au niveau d'un État, ailleurs c'est fait pour une province. Ben, au niveau de l'homogénéité, ça ne fonctionne pas tout à fait. Donc, il manque une espèce de centralisation là, des normes, puis de ce qu'on peut faire avec un vélo cargo en Amérique du Nord. Donc, si on reprend ça, d'un autre côté, il n'y en a pas aujourd'hui des normes harmonisées. Et l'autre solution, ça aurait été de regarder est-ce qu'on ne peut pas faire une espèce de tronc commun de ce qui est permis et accepté. C'est-à-dire, regardons ce qu'ils font à Toronto, à New York, en Californie, à Montréal, puis on pourrait faire des recommandations sur un tronc commun, une norme à respecter. Mais si on fait ça, on se trouve à prendre la norme la plus restrictive partout. Donc, si à Toronto, la largeur n'est pas large, puis à New York, on ne peut pas aller trop vite, puis à Montréal, il y a une autre restriction, puis je ne sais pas moi, en Californie, il y a une autre restriction, ben, si on veut faire un tronc commun pour fitter partout, en fait, on se trouve à avoir les normes les plus restrictives de partout, ce qui ne nous donne pas le vélo cargo avec le plus haut potentiel. Ultimement, point de recommandation, harmonisation et éducation, ce qu'on pense, c'est qu'il y a plutôt un travail qui, oui, certes, est un peu long, oui, certes, prend beaucoup de parties prenantes, les villes, les manufacturiers, les utilisateurs, les législateurs, mais puisqu'ils sont en train de le faire en Europe, il y aurait possiblement moyen de le faire ici aussi, c'est de réunir tous ces gens-là, de comprendre les besoins, pourquoi une ville a décidé de faire telle restriction ailleurs qu'ailleurs non, faire du sens de tout ça et s'en venir avec des normes uniformisées et la plus grande région on va toucher avec nos normes uniformisées, le meilleur potentiel on va avoir pour réduire l'incertitude sur nos investisseurs et aussi convaincre de grands joueurs, que ce soit des joueurs de la livraison, des joueurs de fabrication, de participer à un projet comme ça. Donc, c'est vraiment la direction que nous, on a choisi de prendre. On va être OK on time parce qu'on arrive à constater les recommandations. Je suis en petit sprint, mais ça va bien. Ici, on a un beau tableau sommaire. Si l'étude vous est partagée et que vous l'avez en main et que quelqu'un de votre entourage vous demande comment ça a été la présentation, je n'ai pas eu le temps d'y participer ni de la lire au complet, cette page-ci est parfaite pour tout résumer. En fait, on reprend tous les thèmes qu'on a explorés et on se rend à la dernière ligne du tableau qui est l'attractivité générale du marché. Hein, on se prononce. On a parlé de taille du marché, la croissance anticipée, l'intérêt des gens, la réglementation, etc., etc. Tout ça pour arriver à se dire que si on prend toutes les composantes, de par la forte croissance anticipée, la concurrence limitée, l'intérêt des utilisateurs, le momentum pour le vélo en général, ben, le marché des vélos cargo en Amérique du Nord, c'est un marché qui est
très attrayant, en fait. On peut présenter ça à des investisseurs potentiels, des partenaires potentiels de tous les types d'industries pertinents, mais leur démontrer le portrait en une page et c'est très efficace pour ceux qui n'ont pas trop de temps. On a un marché attrayant. En fait, c'est la conclusion ultime de notre étude de marché. On a un marché nord-américain du Nord qui est attrayant. Après, on va voir qu'on ne peut pas aller nécessairement plus loin que ça. En fait, des années supplémentaires, il y en aurait plusieurs parce que, vous voyez, 4 phases, par exemple. Nous, on a fait la première qui est une étude de marché dont son résultat est que le marché est intéressant. Mais après ça, qu'en est-il du modèle d'affaires à choisir? Est-ce que c'est une viabilité économique? Qu'en est-il des normes à harmoniser? Est-ce qu'il y a des études de faisabilité spécifiques pour des mini-hubs à travers la province ou d'autres villes, etc.? Tout ça est à faire, en fait, dans le meilleur des mondes pour arriver à se prononcer de manière très ferme sur, par exemple, la création d'une filière québécoise pourrait passer par l'assemblage de joueurs européens avec telle norme pour tel modèle en rassemblant tel joueur principal de la livraison. Par exemple, c'est le genre de prochaines étapes qu'on pourrait aller. Nous, où on s'arrête, c'est positif, mais on ne peut pas se prononcer pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris qu'il y a différentes technologies de vélo cargo et elles ont tous un rôle à jouer. On se rappelle que ce soit 2 roues, 3 roues, secteur professionnel, la remorque, tous ces segments-là sont importants et surtout en complémentarité avec les autres solutions de substitution. Ce n'est pas le vélo cargo qui va venir 100% remplacer tout ce qui existe comme mode de livraison. Il y a donc plusieurs segments technologiques à offrir. Si on fait une filière québécoise de vélo cargo, il faudrait avoir cette perspective-là à 360 degrés et offrir les différents segments technologiques. Ultimement, jusqu'où on peut aller à se prononcer sur le modèle d'affaires, c'est qu'il y a des joueurs en Europe qui ont déjà l'expertise, qui sont déjà présents ici, qui semblent avoir un intérêt pour trouver un assembleur nord-américain. Premier pas qu'on peut faire, si on veut faire un pas en avant tout de suite. Et ultimement, nous, on pourrait avoir une expertise pour modifier les vélos cargo et les adapter aux conditions nordiques sans nécessairement s'en faire notre focus principal et seulement essayer d'avoir des vélos pour conditions nordiques. Ça, c'est le deuxième pas qu'on peut faire au niveau du modèle d'affaires. On a parlé de la volonté institutionnelle, Diego nous a parlé les gouvernements et les villes qui vont vraiment mettre que ce soit des subventions ou des infrastructures spécifiques, ça va de loin aider à l'essor des vélos cargo. On vient de parler de l'environnement réglementaire, comme quoi c'est une notion d'harmoniser et d'inclure le plus de parties prenantes possible qui est l'objectif ultime. Et finalement, il y aurait d'autres types d'analyses, évidemment, là, qui sont requises pour aller plus loin. Et ça serait la fin de cette présentation.